Salam alaikum, Azul, bonsoir. Que novembre n'ait pas tenu toutes ses promesses ne fait aucun doute pour personne. Notre jeunesse ne rêve plus que de s'exiler. Tous nos responsables soignent leurs bobos à l'étranger au moment où nos autres compatriotes pourrissent dans des hôpitaux qui manquent de tout. 10 millions d'Algériens au moins vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit le quart de la population, alors que nous venons de gaspiller 1000 milliards de dollars. L'exploitation de nos hydrocarbures représente 98% de nos ressources, puisque nous ne produisons presque rien d'autre. Nos élections sont toutes truquées, au point où les listes de candidatures se monnaient aux enchères. Notre école et notre université sont classées parmi les dernières au monde. Notre presse est sous contrôle. Il n'y a plus d'urbanisme dans nos villes et dans nos villages. La corruption fait rage, au point de s'être généralisée à tout le corps de la justice. Les partis politiques, pour la plupart d'entre eux, sont devenus des épiceries politiques et le moyen de se sucrer. Le principal syndicat du pays est l'allié visible et public du patronat contre les travailleurs. L'armée dépense une partie considérable de nos ressources parce que cela lui permet de dégager une rente en devise pour tous ces chefs qui pratiquent une sorte de protection mafieuse du régime. Le chef de l'État n'est qu'une pitoyable façade démocratique derrière laquelle les vrais maîtres du pays se servent de ses prérogatives constitutionnelles pour faire main basse sur toutes les richesses du pays. Le peuple ne croit plus en rien, au point où les électeurs ne dépassent presque jamais les 10% de participation. Les barons du régime se sont enrichis à des niveaux même pas imaginables. Et ils sont des milliers à avoir installé leurs familles et leurs affaires en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Le secteur industriel a été bradé, ses travailleurs renvoyés à leur foyer et le patrimoine industriel vendu pour 4 dinars 6 centimes à des prédateurs. Et j'en passe, et des pires, sur tant et tant de turpitudes qui sont devenues systémiques, qui sont devenues la nature même de ce régime. Et le pire du pire est que ce régime, celui qui a volé les fruits de la victoire du peuple, ce pire des pires est la destruction de l'homme. Le ravage de ses valeurs, l'éradication systématique de tout ce qui était noble et digne en ce peuple qui avait résisté à tant et tant d'invasions, tant d'oppressions. Mais devons-nous, pour autant, continuer ainsi à nous répandre en lamentation, ou pire encore, à n'envisager d'autre salut que dans la fuite, dans l'exil? Jusqu'à quand allons-nous continuer dans cette victimisation? Oui, ils ont saccagé notre pays, et jusqu'à l'avenir de nos enfants, qu'ils ont compromis très gravement. Mais allons-nous les laisser nous détourner de l'essentiel, du recouvrement de notre souveraineté, de la refondation de notre nation et de notre réconciliation les uns avec les autres? Et quand allons-nous comprendre enfin que nous avons tous contribué, chacun à sa façon, à notre déchéance, ne serait-ce que par notre silence, quand ce n'est pas par notre connivence? Le moment doit venir
pour nous tous, de méditer à ce que nous pouvons entreprendre, de saint, de positif, de rassembleur, pour une vraie naissance. Et je ne dis pas renaissance, pour une vraie naissance, pour une vraie république, où régnera la justice et le droit, où nul ne sera opprimé. Une république avec des dirigeants élus par le peuple. Une république où l'échelle des valeurs sera enfin rétablie. Une république telle que rêvée par ceux et celles qui lui ont donné leur vie. Nous continuons aujourd'hui dans cette couverture de commémoration du 1er novembre avec des invités qui représentent des forces différentes et qui cherchent les voies et moyens pour aller vers des solutions qui pourraient sauver ce pays. Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال! روحوا بلادنا! الاستقلال! الاستقلال! الحق حريتنا! هدوا خالد لنا هدوا! « 1er novembre, 63 ans après, et j'ai donc le plaisir aujourd'hui de recevoir sur le plateau mon ami Hassan Hirash, docteur en sciences économiques et spécialiste de la PNL. Merci Hassan. Bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, nous aurons Lakhdar Amqran, premier secrétaire de Gil Jadid, et Badr al-Din Gerva, cadre du FIS. Vous aurez constaté donc que nous avons choisi 3 représentants de 3 mouvances qui sont sur le terrain, qui essayent d'exprimer leur vision. Et donc, je vais... Hassan, est-ce que vous n'avez pas ce sentiment quasi généralisé aujourd'hui qu'il faut peut-être arrêter de se lamenter, d'être seulement dans la dénonciation, que le moment est peut-être venu d'apporter des projets de société, des projets d'exprimer des visions qui puissent aller vers la concrétisation de quelque chose, de se lever et de marcher. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est une question fondamentale. C'est une question qui pousse à la responsabilité, qui pousse effectivement à réfléchir. Cela dit, on ne peut pas non plus ne pas comprendre les gens qui se lamentent, parce que c'est le résultat d'une souffrance, d'une grande souffrance, d'une marginalisation depuis 1962, sans compter évidemment la marginalisation pendant la période coloniale, pendant la période de la régence turque, ainsi de suite. C'est-à-dire que l'Algérien, Djemal el-Din, a été obligé de raser les murs pendant 5 siècles. Régence turque, colonisation française et le FLN, parti unique ou parti, en tout cas, dominant, et encore pire, parce qu'il fait semblant de donner une espèce de pluralisme, de liberté d'expression, mais qu'en fait, l'Algérien, encore une fois, est obligé de raser les murs.
Ce qui fait que, effectivement, toute proposition qu'on lui fait, toute remarque qu'on lui fait, il subit ça comme étant une attaque. Et donc, nous sommes dans une situation où les nerfs des Algériens sont à vif. Et nous avons un problème beaucoup plus psychologique que politique. Bien évidemment, il y a ce problème politique qui est que, depuis 1962, l'indépendance est confisquée, pour reprendre l'expression de Farhat Abbas, Allah yarhamou. Aujourd'hui, 60 ans après le 1er novembre 1954, effectivement, Jamal el-Din, nous sommes tenus, effectivement, de voir quel langage nous pouvons avoir pour entreprendre d'autres perspectives. Mais justement, concrètement, Hassan, vous appartenez à cette mouvance qui se dit, ou qui est, je ne sais pas trop, démocratique, démocrate, républicaine, laïque ou laïcisante. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative réelle? Si on devait vous demander quel est votre projet, comment voyez-vous l'avenir, qu'est-ce qu'on doit faire? Allez, ok, nous sommes tous avec vous. Vers quoi on veut aller? Vers quoi vous voulez aller? C'est un vaste programme, évidemment. Oui. Je donnerai quelques éléments de réponse. Oui, ils sont trop. Il n'y aura pas de réponse, Bien sûr, évidemment. Des éléments de réponse. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait une véritable démocratie, à savoir que les institutions ne soient pas accaparées par la classe, les apparatchiks du pouvoir. Donc qu'il y ait une véritable démocratie, c'est-à-dire des élections libres, véritablement libres, que l'on puisse donner parole véritablement à l'opposition, droit de se réunir, droit de faire des congrès, droit de manifester, droit d'accéder aux médias publics, droit de créer des médias privés, évidemment avec des cahiers des charges, ainsi de suite. Ensuite, il est évident qu'il faut réfléchir sur l'école. Un pays qui a une école lamentable, évidemment, va à sa perte. Il faut réfléchir. Aujourd'hui, on voit autour de nous, on a des exemples autour de nous. On voit l'expérience d'un certain nombre de pays qui réussissent. Comment faire le transfert des savoir-faire, des technologies, se mettre à la page. Il y a une mondialisation. L'Algérie ne peut pas s'en sortir toute seule. Il y a le problème du Sahara occidental qu'il faut absolument régler parce qu'il empoisonne et l'Algérie, et le Maroc, et l'Afrique du Nord, et l'Afrique, et tout le bassin méditerranéen. Et donc je dirais qu'il faut revoir vraiment point par point l'agriculture, arrêter avec la démagogie, la démagogie jusqu'à présent qui est toujours la même mise du pouvoir, de la wilaya, comment dire, des directions foncières, etc. Mais faire confiance aussi à la société civile. Mais politiquement, Hassan, donner du pouvoir. Politiquement, pour permettre l'avènement d'une vraie première république. Par quel levier constitutionnel pourrions-nous commencer? Par exemple, une assemblée constituante, un référendum pour définir qui peut prendre le pouvoir pour préparer justement des textes fondamentaux comme une constitution. Politiquement, comment pourrions-nous commencer réellement? C'est extrêmement difficile parce qu'une assemblée constituante immédiate, j'ai bien peur qu'elle soit biaisée parce que l'opposition est complètement marginalisée. Donc il faut déjà donner la possibilité à l'opposition de s'organiser, lui donner la parole. Mais comment? Ensuite, pratiquement. les textes actuels permettent par exemple une décentralisation, permettent une régionalisation. Donc de donner du pouvoir déjà au président de la PC, de donner du pouvoir au président de la POE, rendre ce qui appartient aujourd'hui aux chefs de daïra et aux wali comme prérogative, les rendre aux élus sur l'essentiel de la vie économique, culturelle, politique, etc., régionale, et créer effectivement un ensemble de régions avec des paramètres évidemment objectifs. Quel niveau d'autonomie?
avec le maximum d'autonomie, de plus en plus large. Commencer déjà au niveau d'un minimum au niveau économique, au niveau linguistique, au niveau culturel, mais aussi sur un certain nombre de prérogatives concernant la coopération. Une coopération décentralisée. Coopération, vous voulez dire internationale? Absolument. À partir d'une région? Absolument. Qui pourrait avoir des relations avec d'autres régions. En Europe. Extra-nationales, oui. Absolument. C'est-à-dire qu'un des freins aujourd'hui pour le développement de l'entreprise, des territoires, des institutions comme l'école, comme l'université, etc., c'est que toute coopération passe par les sommets, par les États, ce qui fait qu'avec la bureaucratie extrêmement lourde, extrêmement, freinante, on arrive très peu. Au lieu de réaliser 5 à 10% des projets, on pourrait avoisiner les 80% de réalisation de nos projets. En matière d'éducation, en matière de traitement des eaux, en matière de l'agriculture, parce qu'aujourd'hui l'agriculture algérienne est complètement sinistrée, en matière de la petite industrie, petite et moyenne industrie, en matière d'échanges avec les associations, avec les universitaires, avec les médecins. Vous êtes en train d'envisager une refondation quasi complète d'un peu tout. C'est-à-dire que l'Algérie, aujourd'hui, est malade tout simplement d'une centralisation maladive, paranoïaque. Je disais tout au début que c'est un problème psychologique. Nous avons un système Djemal Din qui est totalement paranoïaque. C'est-à-dire, dès lors que vous êtes, vous, par exemple, en tant que journaliste, avec un journaliste étranger, vous êtes frappé de suspicion. Déjà, votre parole est frappée de vice de forme parce que vous êtes en train de coopérer, de travailler. De sortir du cadre. Absolument. Donc, il faut arrêter avec cette maladie nationale qui est la paranoïa et qui, donc, après, induit des paralysies. C'est pour ça qu'on assiste à une espèce de procrastination généralisée, à savoir que tout a du retard. Les rendez-vous, c'est du retard. Les chantiers, c'est du retard. Les projets, c'est du retard. Un plan quadriennal, il est fait en 10 ans. Un métro qu'on peut faire en 5-6 ans, il est fait en 40 ans. Et je peux multiplier, évidemment, les exemples sont multiples et les Algériens connaissent tout ça. Restez avec nous. Je reçois notre invité, Badr Dinguerfa. Merci d'être avec nous. Vous êtes cadre du FIS. C'est moi qui vous remercie, Jamal. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Badr Dinguerfa, le FIS, par l'entremise de son président, M. Abbassi Madani, a fait une déclaration à la presse étrangère, il me semble, à une chaîne de télé. On a fait aussi un compte Flex aussi. On ne vous entend pas très bien, Badr Dinguerfa. Oui, vous m'entendez? Oui, là on vous entend mieux. Allez-y, je vous en prie. Oui. Voilà. D'abord, en ce moment de novembre, une pensée pour tous les Chouhada algériens depuis 1830. Et il y en a beaucoup, il y en a des millions. Badr Dinguerfa, oui, oui. On vous entend très mal. Je vais laisser la régie s'occuper du problème, peut-être vous prendre sur un téléphone fixe ou un autre téléphone, et je reviens à vous dans un moment. Parce que c'est très important ce que vous dites. Hassan Herj vient de me dire qu'il ne vous entend pas et qu'il souhaite vous entendre parfaitement pour pouvoir éventuellement vous répondre. L'Akhdar Amqran, vous êtes avec nous en Skype. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous, l'Akhdar Amqran. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver avec nos amis de la chaîne Magharibia. Merci, tout le plaisir est pour nous, bien sûr. Alors, l'Akhdar Amqran, nous en sommes donc à nous demander si le moment ne serait pas venu, plutôt que de passer notre temps à contester ce régime, à le dénoncer, à nous lamenter un peu, si d'abord nous ne mettrions, s'il n'est pas préférable de mettre en avant ce que nous voudrions faire de ce pays, comment nous comptons l'entreprendre. Et donc, Gilles Jadid, qui est souvent donc, au front de la revendication politique et sociale, vous pourriez peut-être nous dire ce que vous envisagez d'entreprendre, de faire. Bon, à l'occasion du 133e anniversaire de la Révolution, donc
Djil Jadid, comme vous l'avez dit, est toujours au front pour accompagner son peuple vers le recouvrement de son autodétermination et de son indépendance confisquée. Hier, j'ai eu l'honneur, l'insigne honneur, moi et les jeunes cadres de la direction de Djil Jadid, de sillonner les ruelles de la Casbah pour, j'allais dire, un périple historique et retrouver un petit peu les ruelles qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes indépendants, et pour retrouver cette mémoire-là perdue. Vous savez, notre pays, comme l'avait dit votre invité, M. Hiresh, l'Algérie est malade. Mais pour nous, Djil Jadid, elle est malade de son président, elle est malade de son gouvernement, elle est malade de ses institutions, elle est, en un mot, elle est malade de son système politique. Et ça, tout le monde le sait, nous l'avons souvent répété, nous l'avons souvent crié sur tous les toits, nous l'avons nous, et avec l'opposition, ce qui reste de l'opposition politique algérienne, à chaque fois répété et revendiqué. Seulement, à Djil Jadid, nous avons une devise. Notre devise, c'est le devoir d'agir. Donc, au lieu de rester les bras croisés et d'attendre, c'est-à-dire que MBC vienne sortir de cette crise mortifère, il faudrait que nous, partis politiques, élites, peuples, société civile, s'engageons dans un processus de recouvrement de cette indépendance. Et il est vrai qu'aujourd'hui, comme chacun le sait, l'État algérien a été fondé sur le capital symbolique de la Révolution. Malheureusement, au lieu d'être fructifié, ce capital a été consommé et dilapidé par ceux-là même qui étaient censés, j'allais dire, entretenir sa mémoire. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation qui met le fondement même de l'État algérien en danger. Donc, il y a risque de chute de l'État algérien avec, j'allais dire, les derniers souffles d'un régime moribond qui ne veut rien voir et qui continue dans sa stratégie de fuite en avant. Si ce régime venait à vous comme ça, il vous dit, bon, monsieur Al-Khadram Qran, vous, Djil Jadid, tenez, voilà les clés du pays, pardon, on s'excuse d'avoir fait tout ce mal, on part, voilà, tenez, à vous de gérer ce pays. Qu'est-ce que vous feriez en premier? Qu'est-ce que vous entreprendriez en premier lieu? Qu'est-ce que vous feriez? Vous êtes le maître du pays, vous devez préparer l'avènement d'une république, vous avez tout en main. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est un peu, ce n'est pas aussi simple que ça. Non, mais imaginons, oui, rêvons. J'ai compris. Rêvons. On va rêver, on a le droit de rêver, d'espérer, et le peuple algérien peut-être a cessé de rêver depuis assez longtemps. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe sur la scène nationale. Mais il est vrai que Djil Jadid n'a pas cessé de faire des propositions. La dernière en date était celle qui a été émise sur la scène publique le 27 août passé, où nous avions proposé une sortie de crise pour l'Algérie. Il est vrai également que quand on a en face un pouvoir pareil, il ne faudrait pas vous attendre à ce qu'il vous donne les clés, comme vous le dites, et qu'il reconnaisse la preuve. On est la lettre attribuée, écrite hier à l'occasion du 1er novembre du nom du président Bouteflika, elle s'est adressée beaucoup plus, j'allais dire, aux belligérants du système, à l'armée. Ils ne veulent rien reconnaître. Pour eux, il y aura la continuité, c'est-à-dire c'est dans le statu quo, et donc aucune parole, j'allais dire, n'a été adressée. Non, mais moi, à travers cette suggestion que je vous fais, c'est surtout pour voir ce que pourraient être les priorités en cas de besoin. Si demain, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez le choix? Qu'est-ce que vous savez, une nouvelle république, ça se construit avec une nouvelle classe politique, avec de nouveaux visages. Par exemple, l'Assemblée constituante, est-ce que pour vous, elle représenterait une priorité? Nous avons proposé un processus constituant. Par les temps qui courent, lorsque nous sommes dans une dictature, il est
impossible de concrétiser des élections libres et honnêtes qui pourraient aboutir à une Assemblée nationale qui serait représentative de toutes les tendances. Donc nous avions proposé qu'il y ait, à partir de l'exigence et même de l'urgence de l'application de l'article 102, sur lequel on avait souvent été mal compris et qu'à chaque fois on était obligé de répéter que nous sommes un parti légaliste et qui agit dans le droit. Donc on a proposé des élections résidentielles anticipées après une conférence nationale qui aurait regroupé toutes les tendances, l'ensemble des Algériens, des partis politiques, de la société civile, qui pourrait autour de la conférence aboutir à une constitution consensuelle, laquelle sera proposée au peuple algérien. Pour Djil Jadid, qui a été de toutes les luttes citoyennes et qui continue, il a aujourd'hui proposé à la société civile, aux Algériens, un projet de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à tromper les Algériens en continuant à participer, à accepter, les désirata de ce pouvoir qui n'accepte pas l'alternance, qui n'attend qui n'accepte aucune proposition qui vienne de l'opposition. Donc aujourd'hui, il est plus que vital de reconstruire une nouvelle Algérie sur de nouvelles bases avec un projet de société pour nous, pour Djil Jadid, pour une Algérie moderne et démocratique sur la base de l'appel du 1er novembre et avec une nouvelle classe politique et de nouveaux dirigeants qui pourraient sortir ce pays de sa crise. Par exemple, l'Akhdar Mouqran, vous, à Djil Jadid, essayez de me répondre assez rapidement pour que nous puissions passer à l'autre invité. Sur le plan de l'idéologie, j'allais dire, je ne sais pas si le mot est bon, sur le plan entre laïcité et islamisme, quelle serait la position de votre parti en matière de religion? Quelle serait la place de la religion dans l'État? Je vais vous le dire, ça a été écrit dans notre projet de société, dans le dernier livre de M. Sofiane Djilali. Nous sommes dans une ère, sans idéologie. Il faut le dire, nous devons construire une Algérie algérienne avec, toutes ses capacités, avec toutes ses tendances, et sans s'enfermer dans une idéologie, qui pourrait créer une certaine instabilité dans la société. C'est par rapport à cela que dans notre projet de société, tous les Algériens peuvent se retrouver pour construire ensemble une Algérie, une et indivisible. Donc, oui, mais vous ne répondez pas à la question, vous les éludez. Ma question, elle est claire. Quel serait votre choix entre la laïcité et l'islamisme, ou les islamistes qui disent, par exemple, que le rôle de l'islam au sein de l'État est central, que c'est autour de lui et sur lui que sont fondées les institutions, et les laïcs qui disent non, la République est fondée sur des valeurs universelles, universellement admises, et la religion est à côté, à part. Et nous, à Djil Jadid, on propose une troisième voie. Laquelle? Celle qui est dans notre projet de société, celle que je viens de vous proposer, dans laquelle on se le dit, de la même manière qu'il n'y a plus, ce qui est par rapport aux partis politiques classés gauche, droite, centre, sur un plan économique, sur un plan purement politique. De la même manière, on peut vivre dans une société où l'ensemble des catégories sociologiques, identitaires, religieuses peuvent cohabiter dans un cadre en ayant eu
en vivant dans un état de droit. Et restez avec nous, l'Akhdar Mqran. Je suis obligé de répartir un peu le temps. Hassan Hersh, mais rapidement, parce que... Juste un mot sur cette question, parce qu'elle est absolument importante, fondamentale, étant donné ce qui se passe autour de nous, aussi bien en Algérie que dans les pays limitrophes, amis ou pays plus lointains. Je pense très honnêtement que la séparation du politique et du religieux est absolument une priorité. Une priorité, pourquoi? Parce qu'on a vu et on voit encore comment la religion peut être instrumentalisée par les politiques et donc l'éloigner justement du champ politique. D'abord la religion, chaque individu est proche d'une distance complètement différente l'un et l'autre. Je peux être musulman de la même, comment dire, différemment de mon voisin différent de l'autre, etc. C'est-à-dire que chacun, à partir du noyau, prend, comment dire... Oui, mais Hassan Hersh, moi j'entends bien ce que vous dites. Oui. Mais comment envisagez-vous cette option? Est-ce par le choix du peuple, la libre volonté du peuple qui choisirait de façon électorale, ou, ou derrière les chars, par la force de l'armée, par la violence, où une minorité s'imposerait à une majorité qui aurait, par exemple, choisi l'islamisme? Imaginons que la majorité choisisse l'islamisme. Quelle serait votre réaction? D'accepter ou d'appeler l'armée? Moi, c'est très simple. Oui. Si on veut créer un état de droit, une démocratie réelle, eh bien, même cette question doit être régionalisée. À partir du moment où, dans une région décentralisée, qui a ses prérogatives, libre à elle, à ce moment-là, effectivement, par exemple, par rapport à l'école, de faire de l'enseignement, de faire des choix. Aujourd'hui, par exemple, Ben Rabrit est en difficulté parce qu'elle veut retirer l'enseignement religieux de l'école, Tarbiya Diniya, et puis d'autres qui sont complètement contre, ainsi de suite, mais qui veulent mettre un peu plus de français ou un peu plus de mathématiques. Mais bon Dieu, l'Algérie est un grand pays. On peut faire comme beaucoup d'autres pays, comme les pays du Nord, la Suède, etc. Il y a des matières de choix et libre aux familles à ce moment-là de choisir pour leurs enfants. Vous envisageriez cette question à un niveau régional, c'est-à-dire une région opterait pour un État plus islamiste et une région plus laïque? Comme pour tout le reste. Pas à un niveau central, à un niveau... Je pense que tout ce qui est véritablement centralisé produit de la répression, produit de l'exclusion, produit, comment dire, une standardisation inappropriée. Et je vais vous prendre la parole parce que vous allez pouvoir vous exprimer encore. Badr Dinguerva qui ne s'est pas exprimé pour un problème de téléphone, et c'est à lui maintenant. Badr Dinguerva, j'espère que ce problème de téléphone a été réglé. J'espère. Oui, c'est bon, on vous entend bien. Alors, d'abord, pour en revenir à Bassi Madani qui s'est exprimé via un quotidien ou un média moyen-oriental, je crois, et qui s'est exprimé... Quds Press. Et qui a donc fait une déclaration à l'intention du peuple algérien où il appelle les Algériens. Vous allez nous dire à quoi il appelle le peuple algérien? D'abord, avant de parler de M. Abbassi Madani, du Moudjahid Abbassi Madani, une pensée pour tous nos soldats. Nous sommes au mois de novembre. En fin de compte, M. Abbassi Madani, qui a été des premiers dans la révolution algérienne, appelle en grand titre à ce que la parole, redonner la parole au peuple algérien. C'est ça l'essentiel de ce qu'il dit. Les Algériens doivent choisir. Maintenant, avant de parler de ce qu'a dit M. Abbassi Madani, en écoutant vos invités, j'ai l'impression qu'on oublie ce qui s'est passé en Algérie. En Algérie, il y a eu une colonisation depuis 1830, et puis il y a eu des mouvements insurrectionnels par les Bouamama, les Assa, etc. Il y a eu des mouvements politiques, ne l'oublions pas. Il y a eu l'étoile nord-africaine, le PPA, le MTLD, le CRUA, l'OS, le FLN. C'est un processus historique. On ne peut pas nous désengager de ce processus et dire que l'Algérie doit être en 2017 comme ça, ou comme ceci, ou comme cela. Donc, il y a des valeurs dans ce pays, dans ce peuple, on ne peut pas quand même
choisir un projet de société en copiant d'autres peuples ou d'autres pays ou d'autres États. Donc, le problème algérien et le rêve algérien qui a été confisqué, comme l'a dit M. Farhat Abbas, l'indépendance confisquée, comme l'a dit M. Abbassi Madani dans une intervention à Qalat al-Hiwar, le colonialisme, malheureusement, a hérité de la révolution algérienne en 1962. Le rêve des Algériens au déclenchement de la révolution algérienne, c'était un rêve, c'était un espoir, c'était l'espoir de la jeunesse nord-africaine, ne l'oublions pas, c'était le rêve des Arabes et de tous les damnés de la terre, comme le dirait Frantz Fanon. Donc, ce rêve-là a été cassé et nous arrivons à une contradiction extraordinaire. Quand je me rappelle l'appel du FNL aux jeunes étudiants algériens pour quitter l'université et rallier la révolution à ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé en fin octobre pour le fameux examen en français, c'est la fin en queue de poisson, malheureusement. Mais Badr Dinguerva, l'angle de l'émission d'aujourd'hui est d'essayer de voir demain. Ça veut dire, nous avons dit dès le départ, pour arrêter de regarder dans le rétroviseur et de lever notre nez du guidon, si demain, je vous pose la même question qu'à M. Al-Khadram Mokran. Si demain ce régime arrive, il vous dit écoutez, pardon, nous en 91, on n'aurait pas dû interrompre le processus électoral, le peuple vous a élu, tenez, voilà les clés du pays. Qu'est-ce que vous allez faire, Badr Dinguerva? Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà. De façon concrète, expliquez-nous un peu pour que les Algériens comprennent ce qu'est votre projet de société et quelles vont être vos priorités. Non, je ne vais pas parler d'abord, avant de parler de notre projet de société, je dois dire d'abord qu'on doit laisser les Algériens parler et se parler. Il doit y avoir une période de transition où on libérera les médias lourds, la presse, et les gens doivent parler, ouvrir les débats. Qu'est-ce que dit le communiqué d'Abbassi Madani en la matière sur ça? Est-ce qu'il appelle les Algériens donc à se parler Exactement. Quand M. Abbassi dit qu'il faut redonner la parole au peuple, on doit commencer d'abord à nous parler. Comme ça s'est passé, vous souvenez-vous, M. Djamel, en 88. Il y a eu une liberté, les gens commençaient à en parler, la presse s'est libérée. Il y a eu une période faste en Algérie à cette époque, avant les premières élections de 90. Donc, pour que les Algériens, quand on arrivera une année plus tard, par exemple, à l'élection d'une constituante, qui est, nous n'oublions pas, le rêve de tous les mouvements du mouvement national, des luttes du mouvement national, ne l'oublions pas, avant d'arriver à la constituante, il faut que les Algériens soient dégagés de toute pression politique, sécuritaire, économique et sociale. Donc, avant d'arriver à cette constituante, il faut d'abord qu'on soit un petit peu libre et léger. Une fois c'est la constituante qui dégagera la nature du système algérien. Ne plaçons pas la charrue avant les bœufs. Si demain la constituante qui aura été élaborée par les représentants élus du peuple après un référendum aura décidé, par exemple, que l'Algérie sera un État où il y aura séparation de la mosquée et de l'État, qu'est-ce que vous diriez? Vous accepteriez? Écoute, le projet du fils est clair. Il y a quelque chose qui nous unit, tous les Algériens. C'est la proclamation du 1er novembre. Il n'y a pas personne ne dit le contraire. Un État social, démocratique, suivant les principes islamiques. Je crois que c'est clair. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par principe islamique? Parce que c'est vaste. Certains voient dans les principes islamiques des fondements civilisationnels et rien d'autre. D'autres voient la lapidation, la flagellation et le reste. Et vous, qu'est-ce que vous y voyez? Écoutez, M. Jamel, les valeurs d'un peuple, c'est à travers les siècles, on peut pas créer un État hors des valeurs de ce peuple. Maintenant, pourquoi parler de lapidation? Parlons
comment construire notre pays. L'islam, construire des routes, c'est l'islam. Construire de grandes universités, c'est l'islam. Donner la chance à la jeunesse algérienne pour participer à la construction de son pays, c'est l'islam. Tout ça, c'est des valeurs. Avoir un bon voisinage avec les pays frères ou les autres pays de la rive Méditerranée pour que la Méditerranée soit un lac de liberté, de coopération et d'entraide. C'est l'islam. Pourquoi voyons-nous l'islam uniquement dans la lapidation ou couper les mains? C'est clair. Donc, restez avec nous, Badreddine Guerva. Comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais essayer de répartir. Vous allez avoir 3 minutes chacun environ. Hassan Haïch, vous étiez en train de nous dire avec la main non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce qui me gêne... Vous avez 3 minutes. Oui, alors... Donc, arrangez-vous. Très bien. Ce qui me gêne dans les propos que je viens d'entendre, c'est de dire qu'il y a des valeurs qu'il faut respecter, etc. Ça devient dangereux dans un pays quel qu'il soit, y compris aujourd'hui en France, quand Sarkozy parle des valeurs, quand aujourd'hui Macron parle des valeurs, quand Chirac parlait des valeurs, etc. Les valeurs sont individuelles. Je vais donner un ou des exemples. Je vous dis, Jamal Din... Mais toutes les sociétés, je m'excuse, mais oui. je vais vous redonner votre temps. Toutes les sociétés du monde sont construites, sont fondées sur des valeurs. Par exemple, aujourd'hui, Sarkozy, quand il parle, il dit « Nous sommes une société judéo-chrétienne. Oui, » un fondement judéo-chrétien. Oui, justement, c'est ce que j'ai envie d'expliquer. Oui, je vous en prie. Parce que dès lors qu'un politique nous dit « il faut respecter les valeurs », mais quelles valeurs? Est-ce que liberté, c'est pareil pour Marine Le Pen, pour Macron, pour Besancenot et pour je ne sais pas qui encore? Est-ce que la fraternité, c'est pareil pour Marine Le Pen, pour Macron, pour Hollande et pour je ne sais pas qui encore? Donc, le mot valeur, c'est un leurre. C'est justement pour essayer de faire passer ses idées et écarter celles des autres. Donc, les valeurs sont totalement individuelles. Je défie n'importe qui de me donner le nom d'une valeur, quelle qu'elle soit. Fraternité, parlons-en. Liberté, parlons-en. Laïcité, c'est autre chose. Ce n'est pas une valeur, c'est un droit. L'islam, c'est une religion. Donc, ce que je dis, c'est que ce serait dangereux, véritablement, de continuer à dire qu'une religion doit être une religion d'État. Parce qu'un État, c'est des institutions. Et les institutions, ce n'est pas des êtres humains. L'État n'ira pas au paradis ou en enfer. Ce sont les êtres humains qui doivent rendre des comptes s'il y a à rendre des comptes. Donc, s'il y a une priorité à faire, c'est créer justement un gouvernement d'union nationale qui puisse préparer de véritables élections. Et dans ce gouvernement d'union nationale, il y aurait la représentation des partis politiques. Y compris des islamistes? Y compris des islamistes, des partis politiques et des acteurs de la société civile qui puissent préparer des élections présidentielles et avoir petit à petit, justement, la possibilité de créer une assemblée constituante, pourquoi pas, comme l'a proposé le FFS depuis 1963, on n'y est pas encore. Mais en attendant, moi personnellement, je pense que le FLN doit être dissous, l'UGTA doit être dissoute, les organisations de masse doivent être dissoutes. Pourquoi? Parce que ce sont ces organisations politiques qui ont mené le pays au chaos d'aujourd'hui. Il me semble qu'il faut reprendre tout à zéro. Vos 3 minutes sont épuisées, mais je vous propose... Dernière phrase, oui. J'insiste sur le fait que la démocratie véritable, c'est la décentralisation, c'est la régionalisation. Nous le voyons avec des pays comme l'Allemagne, comme la Suède, comme le Danemark, comme plein d'autres pays. Même l'Inde, même la Chine, aujourd'hui, commence justement la régionalisation véritable avec le maximum de prérogatives. Très bien. Alors, Lakhdar Mqran, vous avez 3 minutes pour nous dire ce que vous pensez de tout ça, votre projet de société éventuellement, cette question de la séparation de la mosquée de l'État ou de l'État ayant comme fondement la religion. Je vous en prie. Je sais que j'ai confiance en mon pays. Je sais que mon pays a tous les moyens pour se remettre au travail et pour vivre dignement de ses propres efforts. Je pense que pour cela, il faut remplir une condition, c'est écarter définitivement les hommes qui ont été au pouvoir depuis fort longtemps, qui ont organisé le système de corruption, qui ont dévitalisé la jeunesse par des programmes scolaires criminels, qui ont laminé l'esprit d'entreprise. Donc, Jil Jadid fait appel
à l'élite. L'élite, elle est interpellée, elle existe, elle est capable. Il lui suffit maintenant de vouloir passer à l'acte, comme vous l'avez dit au début de votre émission. Donc, l'intelligentsia doit s'impliquer avec son peuple pour amorcer avec lui, travailler avec lui pour le changement de système à travers la convergence de tous les efforts des hommes et des femmes de ce pays. Donc, nous sommes aujourd'hui en tant que parti Djadid, nouvelle génération, pour la construction d'un État de droit, pour un État démocratique, pour l'émergence d'une nouvelle classe politique et de nouveaux visages politiques qui puissent, avec leurs efforts, l'effort de tout un chacun, arriver à l'émergence d'une deuxième république rêvée par toute la jeunesse algérienne. Merci beaucoup, Al-Khadram Khouran. Badreddine Guerfa, vous allez avoir droit à plus de 3 minutes parce que vous n'avez pas eu suffisamment de temps. Et je me permettrai de revenir à Hassan Hirish pour un peu moins d'1 minute. Je vous en prie, Badreddine Guerfa, vous pouvez poursuivre donc ce que vous disiez. Voilà. Par contre, au FIS, nous disons et nous le répétons depuis 1992. Nous ne sommes pas le peuple, mais nous disons que la parole doit être redonnée au peuple algérien, à la jeunesse algérienne. C'est cette jeunesse mortier, c'est cette jeunesse qui traverse la Méditerranée et qui préfère mourir dans la Méditerranée que rester dans ce beau pays qui a été ravagé par un régime dictatorial. C'est cette jeunesse qui doit tracer le contour politique de ce pays. C'est pour ça qu'on parle de liberté. La liberté, cette liberté permettra à la jeunesse algérienne de reprendre confiance en elle-même, en son pays, et pourquoi pas, dans ces débats, il y aura l'émergence certainement d'une nouvelle élite. N'oublions pas aussi tous ces dizaines de milliers d'Algériens compétents qui sont un peu partout dans le monde, et je suis sûr qu'ils reviendront construire leur pays dès que la confiance sera retrouvée. Quant au projet de société, nous refusons au FIS d'imposer quel que soit un quelconque projet de société aux Algériens. Les partis, les hommes politiques, les élites doivent comprendre que le peuple algérien est souverain, que c'est à lui qui revient le droit de choisir les projets de société. Mais nous disons au FIS que, vu la crise multidimensionnelle qu'a traversé le pays et que traverse le pays, nous avons besoin, comme un malade grave, d'une transition où les Algériens sont très bons pour pouvoir mettre le pays sur rail. Quant au choix des projets politiques, des projets de société, laissons-le pour plus tard, quand l'Algérie sera plus ou moins bien, quand il n'y aura plus de crise, quand il n'y aura plus de pression, quand nous sommes tous les pays, nous voyons devant nous la Libye, la Tunisie, la Syrie, l'Égypte, et tous ces pays sont des exemples, et ce régime mal foutu qui veut mener l'Algérie à un mur de béton, nous le refusons. Nous sommes un porteur de rêve pour cette jeunesse qui doit vivre, qui doit travailler, qui doit étudier, qui doit conduire ce pays. Laissons cette jeunesse construire cette Algérie. Mais Badreddine Guerfa, comment pourriez-vous faire pour rassurer tous ceux qui ont peur de vous, pour dire les mots et les choses comme elles sont? Comment faire pour rassurer les gens? Parce qu'il faut dire qu'en votre sein, au sein des islamistes comme au sein du FIS, il y a des extrêmes, il y a un juste milieu. Comment empêcher les plus extrêmes parmi vous de vous représenter bien malgré vous parfois? Permettez-moi, si Jamel, de rappeler que ce sont les communistes de Staline qui ont tué des millions d'êtres humains. Permettez-moi, monsieur Jamel, de rappeler que ce sont les colonialistes qui ont tué des millions d'Algériens. La guerre mondiale, ce n'est pas les islamistes, ni la première, ni la deuxième. Soyons sérieux. Lisons l'histoire.
Soyons sérieux. Quel que soit le nombre d'extrémistes dans la mouvance islamiste, il y a bien des extrémistes dans la mouvance communiste, dans la mouvance laïque, dans toutes les idées. Mais nous sommes au fils, nous disons que nous avons un parti, nous avons un programme, nous avons été plébiscités par les Algériens 2 fois quand même. Les Algériens ne se trompent pas, mais laissant les Algériens, laissant cette nouvelle jeunesse. Merci Badreddine Guerfa. Merci Badreddine Guerfa. Mais je vous propose aux uns et aux autres de revenir sur ces sujets que nous venons de traiter une autre fois parce que ça a le mérite vraiment et ça aura le mérite peut-être d'éclairer l'opinion publique sur vos intentions mutuelles. Hassan Hersh, vous avez 1 minute. Vous souhaitiez parler de quelque chose? En 2 phrases. Oui. La première, c'est que les Algériens rasent le mur depuis 5 siècles. Ils n'ont pas le droit à la parole, ils ne sont pas acteurs dans leur propre vie pour construire leur propre projet. Aujourd'hui, ce dont a besoin l'Algérie, c'est la sérénité, c'est la confiance. Et pour que cette confiance, cette sérénité puisse émerger, surgir, il faut une véritable démocratie, non pas de façon démagogique comme ça se passe malheureusement dans un certain nombre de pays, mais il faut une démocratie qui permette à l'Algérien d'être acteur chez lui, au niveau local, au niveau régional, puis au niveau national. Acteur économique, acteur politique, acteur culturel, acteur linguistique, etc. Qu'il sente qu'il a une responsabilité par rapport à ce pays-là, qu'il a sa part dans la gestion du pays. Et en conséquence, il faut une démocratie de proximité. Cette démocratie de proximité commence par imaginer un certain nombre de régions en Algérie, comme l'ont fait nos aînés qui, à partir de 1956, Congrès de la Soumam, ont fait 6 régions. Et c'est grâce à la construction de 6 régions autonomes dans la direction de la lutte pour la libération qu'ils ont réussi avec une cohésion sociale, une cohérence politique, une cohérence de projet. Ont réussi le grand projet, l'idéal, libérer le pays. Et donc, aujourd'hui, je crois que chaque Algérien aspire à être acteur, et pour qu'il soit acteur... À partir de sa propre région, de sa propre... Absolument, une Très bien, démocratie mais nous reviendrons à Hassan Hersh sur ce sujet qui est vraiment passionnant, qui intéresse beaucoup les Algériens, surtout par les temps qui courent. Merci à vous, Hassan Hersh. Merci Al-Khdara Mqran. Merci Badreddine Guerfa. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, b'slama.